je fais partie du département marketing chez Selligent. J'ai le plaisir de travailler en duo avec Bruno. Alors Bruno, on a appris à se connaître au fil des interactions métiers et de se rencontrer, mais on a un petit peu préparé quand même ensemble. On va essayer de faire un numéro de plaquette à deux, comme on dit. Je te laisse te présenter ta société. Oui, donc je me suis représenté. J'exerce une activité de conseil, notamment de conseil en email marketing. Enfin, en fait, j'ai trois activités. Une activité de conseil où j'aide le client à être plus performant en email marketing, que ce soit dans le choix d'outils, que ce soit dans tout ce qui va être conception, rédaction, rythme des campagnes, qualité de la base, délivrabilité, mobilité. J'ai aussi une activité de formation, j'ai un cycle de formation qui s'appelle Email Academy, dans lequel maintenant, pour 2014, il y aura 7 modules, et puis je fais une étude comparative des outils de gestion de campagne d'email marketing. La dernière est sortie en novembre 2011 sur 7 email service provider, enfin routeurs email, dont certains sont dans la salle. Et puis j'anime un blog qui s'appelle Client sur Mail, dans lequel j'ai écrit un article à peu près une fois par semaine sur l'actualité des bonnes pratiques autour du ICRM et de l'email marketing. Simplement un petit mot pour que vous compreniez un peu qui est Selligent. On est des éditeurs de solutions logicielles. Notre vocation, c'est de mettre à disposition d'entreprises comme Thalys. Thalys n'utilise pas Selligent, mais une solution concurrente, mais des solutions qui permettent d'automatiser le dialogue avec des consommateurs sur l'ensemble des médias digitaux. Ce qui fait notre caractéristique, on va revenir un petit peu sur ces aspects-là, c'est qu'on essaye d'avoir une approche intégrée de l'ensemble des besoins des départements marketing qui utilisent le marketing digital et la communication digitale à des fins de marketing direct, indépendamment de l'ensemble des choix de canaux qui sont faits. Alors, on vous a adressé pendant la journée, je pense, un profil assez clair, lisible, de la nature des problèmes qu'on rencontre dans nos entreprises. Et c'est la présence de ces problèmes, ou la prise de conscience de ces problèmes, qui justifie, en règle générale, le passage d'une solution ou de solutions dédiées sur une problématique spécifique comme le traitement des emails ou comme le traitement des interactions sur les médias sociaux ou comme le traitement des interactions sur les applications mobiles, derrière les applications mobiles ou sur les sites mobiles ou sur les sites internet en règle générale, de passer de solutions qui sont des solutions qu'on appelle des silos applicatifs à une approche plus intégrée. Okay ? Et donc la plupart des gens qui font ce choix, et je parle en tant que représentant de la catégorie de ce qu'on appelle le marketing automation, ou l'approche intégrée du marketing, et de l'ensemble des confrères qui prestent du service sur le sujet, ou qui proposent de la solution sur le sujet, la problématique qu'on rencontre quasiment systématiquement, c'est ça. Dans notre entreprise, vous savez, on traite le canal email différemment ou indépendamment de la communication sur les réseaux sociaux, de ce qu'on fait sur notre site internet, de ce qu'on fait sur notre plateforme e-commerce. Et c'est extrêmement difficile d'avoir une vue holistique de la relation avec chaque client et donc de considérer réellement le client comme étant au centre de la problématique et de s'adresser à lui de manière pertinente, c'est-à-dire en ayant pris le temps d'écouter et d'interpréter les différents signaux, les différentes traces qu'il m'a donné, ce que on vient d'illustrer au travers du Catalyst, à savoir pouvoir pousser, par exemple, un message transactionnel basé sur une expérience. Deuxième chose qu'on vous a dit, il y a généralement une muraille de Chine ou une faille importante entre les gens qui sont responsables du digital marketing, donc souvent les problématiques d'acquisition, et les gens qui sont responsables du marketing relationnel. On va traiter aujourd'hui de fidélité. Je voudrais vous montrer qu'il y a des ponts à jeter entre ces deux domaines, et vous illustrer avec Bruno la façon dont on peut jeter les ponts sur ces sujets-là. Deuxième nature de faille qu'on rencontre très souvent dans les entreprises, c'est une forme de gap entre le marketing et la vente. C'est la problématique du lead management, c'est quand est-ce que je passe le lead à la force de vente, quand est-ce que c'est la vente qui devient responsable de la transformation, et jusqu'où s'arrête le métier du marketing, comment se passent ces relais en termes de mesures, et comment est-ce que je traite un client tout au long du cycle relationnel qui va du premier contact, qui est de plus en plus un premier clic, jusqu'à la première vente, voire même aux ventes complémentaires, puisqu'on va parler de fidélité dans ce cas-ci. Et donc, l'objectif, c'est bien ça, c'est de commencer à pouvoir jeter des ponts entre ces différentes disciplines, et la clé pour jeter des ponts entre ces différentes disciplines, c'est de placer le consommateur au centre des problématiques, ou le décideur au centre des problématiques. Alors, revenons sur nos bonnes pratiques, puisque c'est ça le sujet du jour, et je voudrais vous interpeller, et ce sont 3 questions qu'on a frôlées tout à l'heure, mais à réfléchir à, dans votre métier, quel est le coût d'acquisition d'un lead? Déjà, pour définir le coût d'acquisition d'un lead, il faut définir ce que c'est qu'un lead.
Et je vous jure, d'avoir entendu des débats dans des entreprises, on peut en venir quasiment aux mains quant à définir ce que c'est qu'un lead. Hein, parce que ça pose toute cette problématique de coordination. Alors on parle de marketing qualified lead, on parle de sales lead, on parle de sales qualified lead. Bon, et tout ça, c'est le jeu de dire, mais fondamentalement, qui est responsable de quoi dans la problématique de profiter de l'intérêt, de mériter de l'intérêt d'un consommateur ou d'un décideur, jusqu'au moment où on a réussi à le convaincre à laisser une première trace, une première forme d'engagement dans sa relation entre lui-même et la marque dont on est le représentant. Deuxièmement, donc, quel est le coût d'un visiteur unique, quel est le coût d'un lead et quel est le coût d'un nouveau client? Alors, j'ai la chance de pouvoir interagir avec certains de nos clients qui sont prêts à témoigner et à faire publiquement un petit peu état de ce qu'ils font. J'ai aussi la chance de passer un petit peu de temps dans des audiences comme la vôtre et donc de participer à pas mal de congrès où on s'exprime sur le sujet. Je vais vous donner quelques points de repère. Un de nos clients, Crédit Foncier de France, pour ne pas le citer, a une problématique de lancement de crédit travaux qui est complémentaire à la vente de crédit hypothécaire ou de crédit long terme en règle générale. Toute nouvelle activité qu'ils doivent lancer. La logique avec laquelle ils approchent ça, c'est une logique de marketing direct. Ils s'adressent d'une part à leur clientèle existante, c'est-à-dire ceux qui ont acheté des biens immobiliers dans le passé, et ils veulent savoir parmi ceux-ci, ceux qui ont déjà amorti une bonne partie de leur crédit hypothécaire, donc qui ont récupéré une capacité d'investissement, puis leur bien il a vieilli, et donc ils veulent, le cas échéant, pouvoir travailler sur la rénovation. Et puis, vous avez la chance en France d'avoir des formes de subsides sur certaines formes de crédit pour être capable de bénéficier de crédits sur l'isolation ou sur des rénovations de certaines choses à valeur ajoutée dans la maison. Comment est-ce que je peux mobiliser ces canaux-là en parallèle? Comment est-ce que je peux acquérir des gens qui sont préoccupés par cette problématique-là et les convaincre qu'un acteur comme le Crédit Foncier peut le faire? Ce qu'il nous dit, c'est le coût d'acquisition d'un lead, moyen d'un lead, en ayant pratiqué énormément d'approches de type test and learn, ce qu'on a décrit tout à l'heure, hein, donc de faire des approches multiples de combinaison des canaux, de différentes formes d'intervention, d'utiliser l'email en complément ou pas en complément d'un appel téléphonique, etc., ou d'un direct mail. Coût d'acquisition d'un lead, 50 €. Okay. Mais un lead qui rentre, ça ne fait pas un client. Donc il y a encore toute la marge entre le lead et le client. Donc le coût moyen d'acquisition d'un client dans ce secteur-là, de l'ordre de 500 €. Okay. Confirmé par un témoignage sur l'acquisition d'assurance hospitalisation en Belgique par des acteurs de l'univers de la mutuelle qui vendent un produit d'assurance complémentaire à des droits de base. On est dans le même genre de logique. Donc réfléchissez-vous dans votre métier, quel est le coût d'acquisition d'un client, quel est le coût d'acquisition d'un lead, simplement parce que vous allez être confronté à cette réflexion-là. C'est-à-dire, si j'engage le dialogue avec une personne, je dois commencer à dépenser de l'argent pour acquérir cette relation. Et donc, il va me falloir une période de temps donnée pour amortir le coût de cette acquisition avec un client. Et deuxièmement, avant de reconstruire ma rentabilité, peu importe la forme de la courbe telle qu'elle soit prise, ici c'est une moyenne, donc ça peut être une progression régulière, ça pourrait être une progression par palier en règle générale, ça veut dire que je dois avoir une vision, et on a utilisé le terme tout à l'heure, de ce qu'on appelle la lifetime value d'un client. Et aujourd'hui, effectivement, les acteurs les plus matures ne se préoccupent, ou mettent en relation le coût d'acquisition d'un nouveau client ou d'un nouveau lead par rapport à sa lifetime value, et pour eux, la fidélisation commence dès le moment où ils ont reçu la première permission de la part d'un consommateur. C'est-à-dire le moment où un consommateur a accepté de leur confier une adresse email ou un opt-in sur un canal, un opt-in email, ou le fait de faire un Facebook Connect. Donc ils ont donné un morceau de leur confiance. C'est là que commence pour eux la problématique de la fidélisation, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de tracer un trajet sur l'axe du temps et par rapport auquel il faudra, dans beaucoup de cas, et vous imaginez dans le secteur du crédit à la rénovation, le temps qu'il faut pour amortir le fait d'avoir dépensé de l'ordre de 500 € pour acquérir un nouveau client. Donc voilà ce petit aspect-là extrêmement important. Donc réfléchissez à cette problématique de comment est-ce que je peux faire dans mon métier pour essayer de matérialiser dans la relation avec chaque personne que je connais en base, quel est l'état dans lequel elle se trouve par rapport à la relation avec mon entreprise, avec ma marque. J'ai mérité leur attention, ils m'ont fait confiance, c'est la logique du permission marketing tel que l'a décrit Seth Godin. Okay. J'ai réussi à conserver leur attention grâce à la pertinence de mes messages, de la conception de mes messages. J'ai déclenché un premier clic, c'est-à-dire que j'ai engagé le dialogue avec eux. Ils m'ont déjà donné de l'information
puisque aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus avertis et ils savent pertinemment bien qu'en cliquant sur quelque chose, ils vous donnent un morceau d'information complémentaire quant à ce qu'ils font, quant à ce qu'ils recherchent. Ils s'attendent d'ailleurs que les marques les plus matures utilisent à bon escient cette information, et puis d'engager ce client pour en faire, in fine, un client actif, et puis développer la relation avec lui. Alors, quel type de relation, quel type de données collectées? Je l'ai fait sous forme d'un tableau. Je ne vais pas le parcourir avec vous maintenant. Si vous voulez les slides, vous les demandez à Bruno, on vous les envoie, ou on vous en donne des ordinateurs, on vous les envoie. Ce qui est simplement important, c'est que on a beau collecter de l'information, il faut la rendre actionnable, et il faut la rendre interprétable pour nous qui sommes des marketeurs, qui ne sont pas des spécialistes du traitement de la donnée en termes de statistiques. Et les meilleures méthodes qu'on ait trouvées en la matière, et qui restent complètement valides, et qui apportent une valeur ajoutée extrêmement importante, c'est le fameux modèle de la récence, fréquence, montant, et quand on est dans l'univers du web, on parle du temps. Obtenir de la part d'un consommateur du temps, on a parlé tout à l'heure, vous avez très peu de temps pour le convaincre, donc multiplier les clics, faire multiplier les clics par un internaute, allonger le temps qu'il consacre à votre contenu, c'est développer quelque part la confiance qu'il a par rapport à votre marque, et c'est donc l'engager par rapport à ce que vous souhaitez faire avec lui dans le temps. Et donc, on voit que ce qu'on est important d'être capable de monitorer et d'agréger au niveau de chaque individu en base, c'est combien de fois je l'ai sollicité et sur quel objectif, quelles sont les réactions que j'ai réussi à obtenir de ces sollicitations en termes de visite, en termes d'ouverture, en termes de clic, quelles sont les permissions qu'il m'a données, les opt-in. Une des pratiques vraiment à retenir de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les centres de préférence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs, quand ils mettent un lien d'opt-out, ils vous envoient opt-out et puis c'est terminé, vous avez perdu la relation. Prenez simplement le temps de proposer au consommateur une alternative de choix et de lui dire à quel type de fréquence souhaitez-vous rester en contact avec nous et pour quel type de contenu. Et vous allez voir que la plupart des gens qui cliquent sur le lien d'opt-out, ils ne se désabonnent pas complètement. Ils vous donnent simplement une permission un petit peu plus restreinte de communiquer avec eux, qui correspond à la perception qu'ils ont, eux, de ce qu'ils souhaitent avoir comme relation avec votre marque. Et puis il y a toute la problématique des achats et souscriptions, jusqu'à arriver au niveau de parrainage. Et aujourd'hui, être capable de retenir pour un consommateur donné qu'il vous a déjà parrainé X fois dans le cadre d'actions de marketing direct que vous menez, ou bien dans le cadre d'appel au clic sur la création, par exemple, de likes sur Facebook, ce sont des choses importantes et intéressantes à conserver et exploiter pour arriver à mieux connaître sa clientèle. Alors là, après, la question se pose de comment est-ce qu'on va les agréger, se pose la question de quelles sont les autres données utiles pour compléter mon profil, et j'ai une autre pratique du marketing direct. Et je pense qu'aujourd'hui dans le marché, principalement dans le monde de l'email marketing, parce que le monde de l'email marketing rime de plus en plus avec immédiateté, on sous-estime le souhait et la volonté des consommateurs de répondre à des questions les concernant, quand elles leur sont posées, à juste titre, et qu'ils s'attendent à recevoir un bénéfice en contrepartie. Autrement dit, interrogez vos clients, posez-leur des questions, stockez l'information qu'ils vous donnent en répondant à vos questions, et vous allez arriver de plus en plus à approcher le momentum de chacun des consommateurs et arriver à déclencher, ce qu'on va regarder maintenant avec Bruno, des méthodes de communication qui sont basées sur une donnée agrégée sous forme de segment ou sur une forme de communication qui est basée sur ce qu'on appelle le trigger marketing ou le marketing déclenché sur événement et qui est cette capacité à se mettre dans les pas de chacun de ses consommateurs, d'écouter les moments clés dans la relation qu'il a avec votre marque et d'utiliser les traces qu'il laisse, qui sont des traces volontaires ou des traces dont il n'a pas spécifiquement conscience, mais pour lesquelles vous allez agir avec une perception de service ou avec une motivation de service, une valeur ajoutée, et qui vont être perçues par lui comme étant une forme de service à son égard, une forme de reconnaissance de l'information qu'il vous a donnée, et qui vont surtout juger ça comme étant une communication pertinente, en témoignent les taux d'ouverture et les taux de clic en la matière. Alors Bruno m'a posé une colle quand on a préparé ça, il dit, bon, si tu étais Robinson Crusoe et que tu devais partir avec 3 données essentielles sur ton île, Eric, avec quoi tu partirais? Je lui ai répondu en disant j'en voudrais bien 3 et j'en rajouté une 4e pour te passer la main parce que je pense qu'elles sont inséparables. La première, c'est commencer par essayer de savoir où en êtes-vous dans la relation avec chacun de vos consommateurs en base. Okay?
d'être capable de faire la différence entre quelqu'un qui vient de rentrer en base, qui vient de vous confier, entre guillemets, le premier opt-in, et à qui vous allez souhaiter la bienvenue, du client qui a déjà fait un premier achat, du client avec qui vous voudrez passer au stade du second achat, etc. Deuxième information, c'est le score, ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire la question que vous devriez poser régulièrement et fréquemment à vos clients, c'est « êtes-vous satisfait de nos services ?» et « recommanderiez-vous ce service à un de vos proches ?» Alors, si vous tapez Net Promoter Score sur Internet, vous allez voir la méthode, c'est Bain & Company qui introduit ça. Ça tient compte que des extrêmes, entre guillemets, et on est capable de mesurer un Net Promoter Score sur un sujet donné, sur une prestation donnée, mais aussi sur une personne donnée, et de regarder son évolution au fil du temps. Et c'est un indicateur important de la satisfaction. Et le troisième, c'est le score d'engagement. Le score d'engagement, il matérialise sous forme agrégée le nombre de fois que j'ai réussi à interagir positivement, obtenir une réaction de la part du consommateur. Dites-vous que chaque petit clic que vous obtenez de la part d'un consommateur, c'est un petit oui, et que c'est l'accumulation de ces petits oui qui fera demain le fait qu'il considérera votre marque, donc elle sera dans ce qu'on appelle son top of mind, et que vous pourrez agir avec une vraie valeur ajoutée dans la relation pour le futur. Je pense que c'est à toi, mon cher Bruno. Merci Eric. Cette introduction plutôt stratégique. Donc moi je vais vous détailler comment ça peut se concrétiser d'un point de vue opérationnel, tactique, tout ce que Eric vous a décrit d'un point de vue stratégique. Donc quand on fait de la fidélisation, on a décrit les enjeux de la fidélisation, hein, c'est préserver ses meilleurs clients. C'est très grave quand on perd des clients qui sont générateurs de gros chiffres d'affaires. Comment on va les traiter et quelle tactique employer. Donc la première chose, c'est qu'on va devoir segmenter, c'est-à-dire on ne parle pas de la même façon à un client qui achète une fois par an pour un panier moyen de 40 € par rapport à un client, on est plutôt sur le client qui fait 25 achats par an sur mon site web ou sur mes sites physiques et qui va dépenser un panier moyen de 85 €. On ne va pas lui parler de la même façon d'un point de vue commercial, ce n'est pas les mêmes offres et ça ne va pas être non plus à la même fréquence. Donc un premier travail, quand on a une base de clients, c'est de fabriquer cette segmentation. Alors, différentes techniques, on peut faire par chiffre d'affaires, on peut faire par récence d'achat, par fréquence d'achat, et on va voir que maintenant, on le croise aussi avec le comportement pour obtenir des segments un petit peu plus fins. Et son programme relationnel, le contenu de ces emails va être drivé et va être personnalisé en fonction de ces différents segments. Donc la segmentation, je l'ai représentée là sur 4 stades. On a des gens qui sont très actifs, alors c'est très bien, mais j'en ai 1500 dans ma base. Et à l'opposé, j'ai des inactifs, c'est-à-dire des gens qui ont acheté une fois dans l'année, j'en ai 18 000. Ça, c'est ma répartition, c'est ce que je vois dans ma base. Bien sûr, je vais croiser avec les enjeux. Pour le croiser avec les enjeux, je vais regarder quel est le chiffre d'affaires généré. Et bien, le plus gros chiffre d'affaires généré, 75% du chiffre d'affaires généré dans mon magasin ou dans l'ensemble de ma marque, peu importe, correspond aux addicts. C'est 75%, mais il ne représente que 1500 personnes. Donc cela, c'est vraiment un segment très important, et si jamais je m'en perds, si jamais soudain ils deviennent inactifs par rapport à ma communication email, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir réagir rapidement. Et par contre, mes inactifs, j'en ai 18 000, ils ne font que 3% de mon chiffre d'affaires. Si je perds un inactif, ce n'est pas très grave. Bien sûr, je vais avoir aussi un autre travail qui va consister à prendre mes inactifs et à essayer de les faire monter vers les moyens, vers les actifs, etc. Donc tout ça, toutes ces actions, toutes ces réflexions vont constituer mon programme relationnel, mon plan d'animation commerciale que je vais travailler, puisqu'on est en finalisation, sur mes clients. L'évolution qu'on peut constater, c'est celle-ci, c'est ce travail différencié qu'on va avoir. Là, j'ai pris un cas, j'ai fait un zoom sur mes meilleurs clients. Donc, un meilleur client, on le sait, quand il achète régulièrement, il est prêt à avoir une pression commerciale forte, à recevoir non pas un email par mois, mais peut-être un email par semaine, voire 2 emails par semaine. Il est en forte appétence avec la marque. Les remises, je vais faire des remises modérées parce que c'est un bon client. Si j'habitue à avoir des remises fortes, je vais avoir un problème de rentabilité. Il ne faut pas oublier qu'une remise, ça mange la marge. Et je vais peut-être avoir ce travail d'augmentation du panier moyen. Mon meilleur client, il fait 85 € de panier moyen. Si je fais des remises, je peux très bien jouer avec ces promotions, ces remises, pour offrir par exemple 10 €
des 90 € d'achat, ce qui mécaniquement va lui faire franchir le seuil de panier moyen. Le travail sur l'inactif va être complètement différent. L'inactif, je ne vais pas avoir une pression commerciale d'une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, puisqu'il achète une fois par an. Donc on est sur autre chose, on est sur une surveillance forte du comportement. Est-ce qu'il vient visiter? Est-ce qu'il visite sur mon site? Est-ce que j'ai des informations lui permettant d'envoyer des emails automatiques? Ce que je vais voir un petit peu plus loin. Et puis mon objectif, c'est qu'il achète non pas une fois, mais qu'il achète 2 fois. On sait qu'en termes de fidélité, le mono-acheteur est peu fidèle, mais dès qu'il a acheté une 2e fois, il devient bien plus fidèle. Et donc ensuite, le travail que je vais faire, et c'est plutôt l'évolution qu'on a, c'est de croiser l'ensemble de ces éléments ici avec mon comportement par rapport à l'email. Quelle était ma réactivité, rapport entre clic sur ouverture vis-à-vis de, dans mon dernier trimestre, vis-à-vis du canal email, qui peut être donc supérieur à 30%, inférieur à 30% ou aucune réactivité. Et donc par rapport à ce découpage, je vais définir des zones, différentes zones de stratégies de contact, qui vont être des stratégies de contact stables, avec une certaine intensité, d'autres sur lesquelles je vais avoir, parce que j'ai des inactifs qui commencent à être réactivés, je vais augmenter la pression commerciale, et mes emails vont être différents. Donc, l'évolution du monde Internet veut dire qu'on ne va pas se baser uniquement sur le comportement en termes de chiffre d'affaires, mais sur notre canal email, on va mesurer ce qu'on a évoqué en délivrabilité, l'engagement. L'engagement va mesurer sur l'email en ouverture et en clic, et éventuellement, si on veut rajouter le canal web, c'est une complexité supplémentaire, on peut le faire. Donc, exemple là d'un segment, une stratégie de contact qui va, l'objectif est de réveiller mes inactifs sur un email de la Redoute sur lequel on dit Monsieur Florence, ça fait longtemps, ça fait plus de X mois qu'on ne vous a pas vu et vous avez acheté chez nous, on a le plaisir de vous offrir 3 promotions exceptionnelles, valables jusqu'à telle date, moins 40, moins 25, moins 20, et grâce à ça, on va réactiver des gens qui n'achetaient plus ou qui n'achetaient plus à une fréquence suffisante. Ça, c'est les premiers moyens qu'on a dans notre programme relationnel de fidélité. Le deuxième, c'est les campagnes automatiques, les campagnes déclenchées, ce qu'on appelle trigger marketing, qui ont un intérêt fort, c'est qu'en termes de pression commerciale ressentie, elles sont plutôt faibles. Elles consistent à confier à une machine automatique qu'on va programmer, donc à un robot, l'envoi de ses emails. Donc, quand on fait du campaigning, quand on fait des campagnes classiques, la première question qu'on se pose, c'est quelle est ma cible? Donc je vais aller voir dans ma base, je vais sélectionner tous les gens qui achètent régulièrement, qui habitent en région parisienne, etc. Et puis je vais mettre quel message et quand envoyer. Dans le trigger, ce n'est pas la cible qui nous intéresse, c'est on va chercher le moment. Quels sont les moments pertinents que je peux communiquer de façon automatique? On va regarder le cycle de vie du produit. On a des produits dont on sait que le cycle de vie est plus ou moins court, et on va identifier que par exemple, quand j'achète une ramette de papier, quand j'ai acheté, que je m'appelle Welcome Office, je sais qu'une ramette de papier achetée par une profession de consultant indépendant, ça dure 3 mois. Et au bout de 3 mois, s'il n'a pas racheté, je vais lui faire un email de relance, etc. Donc ça, c'est la connaissance produit dans laquelle on va investir. Et puis, vous pouvez avoir de la connaissance client aussi, sur lesquels vous allez pouvoir déclencher des moments, des triggers. Alors, les triggers, ils sont intéressants au sens où c'est des faibles volumes. En termes de délivrabilité, ça passe très bien. Les taux de clic sont importants. Ils sont automatiques. C'est reposant pour les marketeurs, puisque ça tourne automatiquement. Fort ouverture. Et en général, le chiffre d'affaires par email envoyé est assez élevé. Je vous présente les 5 triggers les plus classiques, ceux que je rencontre le plus couramment chez mes clients. Premier trigger, un email anniversaire. C'est celui qui génère le plus de chiffre d'affaires. C'est un truc idiot, souhaitez l'anniversaire, ça marche très bien. Vous n'avez pas la date d'anniversaire, souhaitez l'anniversaire du premier achat, de la première rencontre, quelque chose. Deuxième, l'abandon de panier qui consiste à relancer un internaute qui n'a pas fini de remplir son panier. Ça génère le plus de chiffre d'affaires par email routé de toutes les campagnes automatiques. Troisième, le Welcome Pack. Vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte. On vous souhaite la bienvenue. Alors, ce n'est pas un email texte tout bête en disant voilà, bienvenue, c'est tout. C'est éventuellement une histoire. Vous allez raconter votre marque et vous allez mettre au sein de l'email éventuellement des petites accroches pour voir si ces accroches, ces appels au clic, ces offres, l'internaute va cliquer sur telle ou telle thématique, ce qui peut augmenter votre score d'appétence thématique. Et comme ça, vous commencez à en savoir un peu plus sur l'intérêt d'internaute sur vos différents produits.
La navigation profonde, je vais vous montrer un exemple, hein, c'est le fait qu'un internaute passe longtemps sur une thématique, et sur cette thématique, ensuite vous allez envoyer un email. On peut appeler ça le retargeting, en B2B, j'appelle ça plutôt la navigation profonde. Et le dernier, la réaction, réactiver ces inactifs, pas les inactifs, je ne vois plus, je clique plus, c'est plutôt les inactifs en termes de chiffre d'affaires. Il devrait acheter tous les mois, il n'achète plus tous les 3 mois, qu'est-ce que je fais? Il me reste 2 minutes, je vais vous présenter un email découverte chez Photobox. Photobox a publié ce cas il y a environ plus d'1 an. Ils sont passés d'un seul email de bienvenue à une suite de 4 ou 5 emails dans lesquels ils avaient une mise en scène autour de leur offre principale qui est d'offrir 40 tirages photos gratuits. Il faut savoir que pour Photobox, c'est essentiel d'amener l'internaute à ouvrir un compte et à déclencher la première commande, sinon beaucoup de statistiques montrent qu'ils perdent le client. Donc on a un compte à rebours qui dure 1 mois, qui finit par un email extrêmement fort en disant il vous reste encore une chance d'en profiter, 40 tirages gratuits, pour cela aucun code à saisir, je profite de mes tirages offerts. Et si vous ne en profitez pas, vous perdez 40 tirages. La perte est toujours plus forte que le gain sans ce type d'email d'alerte. Entre l'email unique et l'email, le Welcome Pack avec un scénario, Photobox a annoncé un gain de 35%. Ils ont transformé plus de 35%. Donc soignez vos emails d'accueil comme si vous accueilliez quelqu'un chez vous, fait partie des très bonnes pratiques. Et puis, on va passer celui-là, on va finir par celui-là. L'email, celui-ci, c'est un email moi, que j'ai reçu sur mon navigateur et qui me dit, Monsieur Florence, suite à votre visite sur la Redoute, nous avons sélectionné pour vous quelques articles qui pourraient vous intéresser. Des chaussures, je reçois ça un matin. Et en définitive, j'ai 2 enfants, j'ai ma fille qui a 13 ans et donc qui effectivement le soir a surfé sur un ordinateur sur lequel j'étais cookiesé la Redoute et qui est donc a regardé quelque chose, a fait une navigation profonde, elle a passé du temps à regarder les chaussures, etc. Et le lendemain matin, j'ai reçu cet email. Merci la Redoute, ça me permet de voir que ma fille sort sur des choses correctes. On va finir par le sujet de la pression commerciale. Il nous reste 1 minute. Le sujet de la pression commerciale, c'est un sujet des plus difficiles qui soit. On essaie vraiment de la driver à l'individu. Et Eric va nous dire quelques mots sur ce sujet. À toi, Eric. Game over qu'elle disait. C'est ce que dit le client aussi quand il reçoit trop d'emails. Il y a quelque chose qui est caractéristique dans notre métier, c'est qu'on utilise énormément de termes militaires pour parler de ce qu'on fait. Je cible, je sélectionne, je décide. On parle de canon à email, souvent. Je pense qu'il faudrait plutôt utiliser les termes de la médecine et du soin de la personne et chouchouter nos clients et commencer à trouver toute une série de méthodes pour développer une empathie un peu plus grande avec les clients. On l'a dit tout à l'heure, la problématique de la pression au marketing, c'est une problématique extrêmement complexe parce qu'elle est individuelle et liée à des perceptions. Alors, j'essaie de vous remettre quelques critères qui sont pour moi des critères qui sont liés à cette perception. Bon, d'abord, ce sont des emails non sollicités, donc demander l'autorisation et la permission du consommateur. Deuxièmement, ce sont des emails qui sont jugés peu pertinents. Comment est-ce que je peux apprendre à connaître de manière plus pertinente les clients? Qu'est-ce qui me fait rigoler? Les tuyaux de claquettes. Tu l'attends, le tuyau de claquettes. Des emails peu pertinents. Comment est-ce que je peux faire pour développer la pertinence des propos à l'égard de mes clients? C'est utiliser le trigger marketing, c'est regarder ce sur quoi ils cliquent, c'est accumuler de l'information dite comportementale et l'exploiter à bon escient dans une logique de meilleur service ou de meilleurs conseils à l'égard du consommateur. Ne pas répéter trop fréquemment ou utiliser la bonne fréquence. C'est très difficile parce qu'il y a des gens qui attendent des emails tous les jours. Et quand on parlait tout à l'heure de l'email d'acquisition, il faut faire la différence. Il y a des gens qui attendent des emails, qui demandent de recevoir des emails, qui, quand ils ne reçoivent pas des emails, posent des questions ou viennent s'adresser aux gens pour dire « Mais comment ça se fait que je n'ai pas reçu ?» Il y a des gens qui sont des addicts des ventes privées et donc qui regardent tout le temps et qui demandent à recevoir les alertes sur leur smartphone pour savoir quelles sont les bonnes affaires à faire. Donc, je dis, ayez une approche segmentée, on en a parlé tout à l'heure, mais respectez la nature du mandat ou de la permission qui vous est donnée par vos clients et sans perception d'un bénéfice potentiel immédiat. C'est ça qu'il faut essayer de démontrer. C'est dire au client, tu m'as donné de l'information, mais voilà le bénéfice que tu vas pouvoir en retirer. Et donc la conséquence de tout ça, c'est bien souvent essayer de faire un nœud dans vos canons à email et choisissez plutôt l'avis du thérapeute et du médecin plutôt que de rester avec nos armes
de praticiens et de militaires. Voilà. Merci.